Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, loi à densité et partie 1, généralité, c'est-à-dire définition des variables aléatoires réelles à densité. Première chose qu'on va définir, une variable aléatoire réelle. Une variable aléatoire réelle n'est rien d'autre qu'une fonction des événements, c'est-à-dire oméga, dans R, c'est-à-dire les réels. On va donc avoir une fonction qui associe à chaque événement possible une valeur réelle. Un petit exemple, si mon expérience est de lancer 5 fois une pièce équilibrée à deux faces, face-face et face-pile, on note x le nombre de piles obtenues, c'est-à-dire qu'à la série P, P, F, P, F, je vais associer la valeur 3 puisqu'il y a 3 piles dans cette série. J'ai bien là une fonction qui va de l'ensemble univers, oméga, dans les réels, en associant à n'importe quelle série le nombre de piles dans cette série. Une notation un petit peu particulière en probabilité, si x est une variable aléatoire réelle et si i est une partie, alors généralement un intervalle, mais ça peut être autre chose, de R, on note que la probabilité que x appartienne à i, alors je rappelle, x n'est pas un réel, donc x appartient à i n'a pas du tout le même sens que celui qu'on peut donner en algèbre standard. La probabilité que x appartienne à i, c'est en fait la probabilité de tous les événements qui sont envoyés dans i par la fonction x, c'est-à-dire l'ensemble de tous les événements qui ont pour image un réel de i. Cette probabilité, c'est donc celle de tous les événements qui sont envoyés dans la partie i par x. Alors un petit exemple de ça, on reprend notre expérience d'avant, mais pour simplifier un petit peu, au lieu de lancer 5 pièces, on va en lancer que 3. Je lance 3 pièces, et je veux noter x le nombre de piles obtenues. La probabilité que x soit égal à 1, c'est donc la probabilité que la série que je choisis soit envoyée vers 1 par la fonction x. Ce qui veut dire exactement, puisque x est le nombre de piles obtenues, que c'est la probabilité de l'ensemble des séries, de l'ensemble des événements qui contiennent exactement un pile, puisqu'il faut que quand j'applique x à cette série, je tombe sur 1. Il faut donc qu'il y ait une seule pile dans ma série. Et donc P de x égale 1, ça va être la probabilité des trois séries suivantes, PFF, FPF et FFP. Bien, maintenant on passe à la définition des variables aléatoires à densité. Alors, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Jusqu'à présent, on a uniquement fait des probabilités qui étaient discrètes, c'est-à-dire où on peut compter les événements. Il y a un nombre fini d'événements, ou en tout cas, il y a un nombre dénombrable d'événements. On peut les compter. Alors qu'ici, on va rentrer dans un cadre où ça devient très compliqué de compter les événements. Par exemple, on choisit aléatoirement un nombre entre 0 et 1. Attention, un nombre réel, pas forcément un entier, pas forcément 1 sur 2 ou 1 sur 3, un rationnel, mais n'importe quel réel entre 0 et 1, on se rend vite compte qu'il y a une très grande infinité de nombres à l'intérieur et que ça va être très compliqué de les compter. Donc, on va définir les variables aléatoires à densité. Alors, une variable aléatoire à densité, c'est une variable aléatoire, donc une fonction de oméga dans i, avec i qui est un intervalle, généralement, de r. Si f est une fonction continue sur i, alors on dit que x est une variable aléatoire à densité si pour toutes a et b qui forment un intervalle de i, d'accord, on a la probabilité de x appartient à ab, c'est-à-dire la probabilité que l'événement choisi soit envoyé dans l'intervalle ab par x, qui est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc on va avoir un lien très fort entre les probabilités et les intégrales. J'attire votre attention sur le fait qu'à partir du moment où f est une fonction qui est continue et que l'on sait primitiver, alors on n'aura aucun problème à calculer les probabilités. On va ramener tous nos problèmes de probabilité à des problèmes de calcul d'intégrale, ce qu'on sait pour l'instant relativement bien faire. Alors, il y a quand même deux conditions pour qu'une fonction puisse être une fonction de densité. La première, il ne faut jamais que la probabilité puisse dépasser 1. Pour que la probabilité ne puisse pas dépasser 1, il faut que l'intégrale de a à b de f de x dx soit égale à 1. Il faut que si la totalité de ma fonction est définie sur AB, alors son R sous la courbe ne dépasse jamais 1. Et il faut que son R total soit égal à 1, puisqu'il faut que la probabilité de oméga, qui sera l'intégrale de A à B de f de x dx, vaille toujours 1.
et il ne faut surtout pas que je puisse dépasser cette valeur. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que ma fonction soit positive. En effet, si la fonction f est négative, alors je pourrais trouver un intervalle sur lequel l'intégrale sera négative, et donc la probabilité sera négative. Ce qui est un problème, on sait qu'une probabilité est contenue entre 0 et 1. Donc j'ai ici deux conditions. La première, ma fonction doit être positive ou nulle, et la deuxième, je dois avoir une intégrale de l'aire totale qui soit égale à 1. On va prendre un petit exemple. Si je prends f qui est défini sur 0 racine de 2 par f de x égale x, et on va vérifier que c'est bien une fonction de densité. Alors, première chose, il est assez simple de voir que sur cet intervalle, f est une fonction positive, donc la deuxième condition est déjà remplie. Et pour la première condition, je sais que ma fonction elle est définie sur l'intervalle 0 racine de 2, donc je vais calculer son intégrale sur 0 racine de 2, et voir si ça fait bien 1. Alors ici, l'intégrale sur 0 racine de 2 de x, bon, une primitive de x, c'est 1 demi de x carré, donc 1 demi de x carré calculé en racine de 2 moins 1 demi de x carré calculé en 0, ça fait donc 1 demi de racine de 2 au carré, 1 demi fois 2, donc 1. Pas de problème, f est bien une fonction de densité. Alors, il se passe quelque chose d'assez particulier avec ces variables aléatoires à densité, c'est que si j'ai une variable aléatoire à densité, alors il est très simple de voir que sa valeur en un point est toujours 0. Ce qui va être très contre-intuitif. C'est-à-dire que, a priori, ce que je suis en train de dire, c'est que la probabilité qu'un événement soit envoyé sur un réel en particulier est toujours nulle, sauf que si je répète ce raisonnement-là, a priori, j'envoie toujours mes événements sur des réels. Mais pour n'importe quel réel, la probabilité que mon événement soit tombé sur ce réel sera nulle. Donc ça c'est très contre-intuitif, et ça vient du fait que la probabilité que x soit égal à k, c'est en fait la probabilité que x soit dans l'intervalle k, et donc que ce soit l'intégrale de k à k de f de x dx. Et pour une fonction f continue, on sait très bien que l'intégrale de k à k, ça fait 0. Donc, d'après les définitions qu'on a données, on a cette petite chose un petit peu contre-intuitive, que la probabilité en un point soit toujours nulle, en n'importe quel point. Donc on en déduit directement que la probabilité que x soit dans l'intervalle AB, alors avec les deux crochets fermés, avec un seul crochet fermé, avec l'autre crochet fermé ou avec les deux crochets ouverts, ce sera toujours la même puisque la probabilité d'être pile en A ou pile en B, elle sera toujours nulle, et donc par somme, ces probabilités seront toutes égales. Donc ça c'est aussi quelque chose de particulier, on ne se souciera pas dans les variables aléatoires à densité avec des densités continues, des bornes des intervalles. Être strictement plus petit que 3, c'est pareil qu'être inférieur ou égal à 3. Être strictement plus grand que 3, ça va être exactement pareil qu'être strictement plus grand que 3. Ça, on s'en souciera pas, puisque en 3 particulièrement, la valeur, ce sera 0. Bien, alors quelques propriétés qui découlent directement des propriétés sur les intégrales, notamment la suivante, la propriété de Schall sur les intégrales. On sait que l'intégrale de a à b plus l'intégrale de b à c, c'est l'intégrale de a à c. Et bien en transformant ça en probabilité, ça nous donne directement que la probabilité que x soit dans ab, plus la probabilité que x soit dans bc, ça donne directement la probabilité que x soit dans ac. On va définir un outil important qu'on a déjà défini sur les variables aléatoires discrètes, mais ici sur les variables aléatoires à densité. Si x est une variable aléatoire de densité f, on note l'espérance. Alors l'espérance, la moyenne pondérée des valeurs prises par x, d'accord? La moyenne globale des valeurs que va prendre x correspond à eh bien, l'intégrale de a à b de x fois f de x. On multiplie la densité par le poids, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de x f de x dx. Alors, petit exemple, on reprend notre variable aléatoire de tout à l'heure et notre fonction de densité x sur 0 racine de 2. On a alors l'espérance de x qui va être l'intégrale de 0 à racine de 2, je prends les bornes de mon intervalle, de x f de x. Alors comme f de x vaut x, ça me donne l'intégrale de 0 à racine de 2 de x carré. X carré a pour primitive 1 tiers de x cube. Et 1 tiers de x cube calculé en racine de 2, ça donne 2 racines de 2 sur 3. 1 tiers de x cube calculé en 0, ça donne 0, je l'oublie. Il me reste donc une espérance de 2 racines de 2 sur 3. Alors l'espérance peut être négative, il n'y a pas de problème. Si toutes les valeurs, par exemple, prises par la fonction de densité, donc la fonction de densité, elle est strictement positive, mais elle peut être définie sur un intervalle négatif, par exemple. Si on définissait quelque chose, voilà, on pourrait avoir une espérance négative, mais par contre, on ne peut pas avoir... Maintenant, propriété, linéarité de l'expérience. Alors, la linéarité de l'intégrale, comme pour la relation de Schall, se transfère directement à l'espérance, et si x et y sont deux variables aléatoires réelles,
avec lambda et mu de réel quelconque, alors l'espérance de lambda x plus mu y, ça va être lambda fois l'espérance de x plus mu l'espérance de y. Bien, on va définir le moment d'ordre 2. Alors le moment d'ordre 2, c'est très proche de l'espérance puisque c'est l'espérance de x carré, d'accord? C'est une notation pour le moment d'ordre 2. Et ça va être l'intégrale de a à b de x carré f de x. Alors pourquoi on définit ça? C'est parce qu'on en a besoin pour une formule pour la variance. Et donc la variance, si x est une variable aléatoire réelle à densité f, eh bien la variance de x, qui est notée v de x, ça va être donc une mesure de la dispersion autour de la valeur moyenne de x. C'est-à-dire que si x a une espérance e de x, alors la variance, ça va être la somme continue, donc la moyenne finalement, la moyenne de tous les écarts au carré, de toutes les distances au carré entre les valeurs prises factuellement par x et sa moyenne. Donc plus la variance va être grande et plus la variable x va être dispersée, c'est-à-dire éloignée de sa moyenne, plus la variance est petite et plus x va être centré autour de son espérance, autour de sa moyenne. Donc la variance, il y a deux expressions, la définition, v de x est égal à l'espérance du carré de la différence entre x et e de x, la mesure de la distance au carré entre x et e de x. Et ça, on peut le transformer un petit peu avec des règles de calcul sur l'espérance, notamment la linéarité, en espérance de x carré moins espérance de x, le tout au carré, c'est-à-dire le moment d'ordre 2 moins l'espérance au carré. Petit exemple, on reprend notre variable aléatoire sur 0 racine de 2 de densité x. On a vu que l'espérance était 2 racines de 2 sur 3. On calcule le moment d'ordre 2, donc l'intégrale de 0 à racine de 2 de x carré f de x. Donc ça nous fait l'intégrale de 0 à racine de 2 de x cube primitive 1 quart de x4, et 1 quart de x4 calculé en racine de 2, ça fait racine de 2 puissance 4 sur 4, sauf que racine de 2 puissance 2, c'est 2, ça nous fait donc 2 au carré sur 4, donc 4 sur 4, donc 1. Ça, c'est le moment d'ordre 2, ce n'est pas la variance. La variance, c'est le moment d'ordre 2, c'est-à-dire 1, moins l'espérance au carré, c'est-à-dire 2 racines de 2 sur 3 au carré. On a donc 1 moins 8 neuvièmes, et donc 1 neuvième. La variance, qui est la mesure au carré des distances, est forcément positive. Donc si vous trouvez une variance négative, c'est que vous avez eu un petit problème de calcul. Peut-être que vous avez inversé l'espérance au carré et le moment d'ordre 2. Donc moment d'ordre 2 moins espérance au carré, et ici 1 neuvième. Alors, les lois classiques qu'on va étudier dans ce cours, donc dans les prochaines parties, la loi uniforme sur AB, qui a une densité de 1 sur B moins A, donc c'est la loi la plus simple, puisque sa fonction est une constante, sa fonction de densité est une constante. Donc c'est un cas où tous les réels entre A et B ont autant de chances de sortir. Ensuite, la loi exponentielle de paramètre lambda, avec lambda qui est positif, sur 0 plus l'infini, ce sera f de x qui vaut lambda exponentielle de moins lambda x comme fonction de densité. Alors celle-là, elle va avoir un petite chose particulière, c'est qu'on va avoir une des bornes de l'intervalle qui est infinie, donc pour les calculs, ça va nous compliquer un petit peu la tâche. Cette loi-là, elle est utilisée dans plusieurs cas, notamment en dégradation radioactive. Donc si vous regardez le coefficient, enfin le nombre de carbone 14 par exemple qui disparaissent, eh bien ça suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Donc on étudiera ça dans des cas de désintégration radioactive. Et ensuite, les lois normales centrées réduites. Alors ici, centrées réduites ou plus généralement d'espérance mu et puis d'écart type sigma, qui elles sont définies sur R et qui ont une fonction de densité un peu particulière, qui est la gaussienne, 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2, ou plus généralement avec sigma et mu qui viennent se loger à l'intérieur de cette formule. Cette fonction de densité va nous poser un problème, un réel problème, puisque on ne sait pas l'intégrer à cause du exponentiel de moins x carré sur 2. Il nous faudrait un x devant, quelque part, pour pouvoir l'intégrer. On n'en a pas, personne ne sait intégrer ça, c'est pas grave, on va trouver des astuces pour s'en sortir, mais ça va être sûrement la plus compliquée à utiliser. La loi normale, elle est utilisée dans quasiment tous les cas, parce que dès que je cherche à viser quelque chose, eh bien c'est une loi normale. Dès que je prends une répartition autour d'un point, ce sera une loi normale. C'est une loi qui est extrêmement utilisée en probabilité, sûrement la plus importante de cette année. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur les variables aléatoires à densité, et vous avez un cours à disposition, et puis je remettrai des vidéos pour chacune des lois ici.